Bonjour à toutes et à tous, je suis Larry Harari et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast bimensuel Uncheckable, un podcast dans lequel on parle de culture, d'entrepreneuriat, de business, bref, des sujets qui pour moi sont parmi les plus importants de notre époque. Alors les 3 premiers épisodes, je les avais consacrés à vous raconter un peu mon parcours. Et comme vous avez pu le noter, en parallèle de la création de ma startup, j'étais encore à l'université. Et j'ai fait plusieurs cursus. J'ai fait une licence en AES, j'ai fait une licence en administration publique, j'ai fait un DU en création d'entreprise et j'ai fait un master en sociologie. Voilà. Donc 4 diplômes. 2 ont été obtenus. Les autres, je les ai laissés parce que, bon, pas le time ou pas l'intérêt. Et sûrement pas une question de difficulté. Parce que pour moi, l'université, en fait, ça a toujours été bidon. Voilà. Qu'on se le dise clairement, pour moi, le niveau de difficulté, le niveau de challenge intellectuel, il était important au cours du premier semestre de la L1. Après, je me suis ennuyé fermement. J'ai fini major de promo en première année, j'ai été 3e dans ma promotion en 2e année de licence en AES. Donc on va dire que je n'avais pas vraiment de difficulté à la fac. Je m'ennuyais pas mal, surtout à partir de la 2e année. Et en fait, par contre, ce qu'il faut bien avouer, c'est que si j'ai pas connu de galère au niveau de mes études, j'ai connu le fait de manquer d'argent. Voilà. Quand vous êtes étudiant et que vous n'avez pas de thunes, moi pour vous donner un repère, lors de ma L1, à la fin, une fois que j'avais payé mon loyer et tout, il me restait 100 € pour manger, m'habiller et payer mes transports. Voilà. Donc c'est simple, ça suffisait pas. Et donc je fraudais le bus. Et en fait, c'était tout simple parce que en 2016-2017, à Poitiers, il n'y avait pas encore les tickets automatiques. On pouvait avoir des tickets en carton qu'on mettait dans les machines de contrôle à l'entrée du bus. Et en fait, j'avais trouvé le moyen que ces machines ne me scannent le ticket que d'un côté et de pouvoir les valider 2 fois avec le même ticket, en fait. Et en fait, c'est ce que je faisais. J'ai compté tous les tickets que j'avais fraudés. Sur l'année scolaire, ça représentait 100 tickets. Voilà. Et à la fin de l'année, j'ai été chopé par les contrôleurs. Donc j'ai vraiment très vite compris qu'il faudrait que je gagne de l'argent par moi-même. Et en fait, en entrant à l'université, j'avais laissé un peu mes business que j'avais en tant qu'étudiant. Je faisais de la vente en ligne, je faisais de l'achat-revente, je faisais beaucoup de choses en auto-entrepreneur. J'ai arrêté tout ça en rentrant à la fac. Et dès la 2e année, en fait, ça a commencé à me démanger. Parce que je m'emmerdais tellement à la fac que je me suis dit, non seulement tu n'as pas de thunes, on vit pas avec une bourse. Hein. Ça, il faudra quand même le rappeler, on vit pas avec une bourse. Quand nos parents peuvent pas nous donner beaucoup d'argent et qu'on travaille pas comme esclave au domac, et ben en fait, on n'a pas beaucoup de ressources financières en tant qu'étudiant. Et en fait, là, je me suis dit, mais moi, je sais vendre des choses. Il faudrait en fait que je relance mon activité. Et petit à petit, en fait, je vais relancer mon activité sur Amazon et je vais gagner à nouveau des thunes. Mais sauf que j'en gagnais pas assez, je gagnais 100, 200, 300 €, 400 € max par mois. Et en fait là, je me suis dit, mais tu fais des vidéos en ligne, elles te rapportent que dalle, parce que la publicité sur YouTube, quand on est un petit YouTuber, ça rapporte rien, max quelques dizaines d'euros par mois. Alors que ces compétences-là, on paye des gens 200 à 300 € par jour pour le faire. Donc j'ai des compétences, j'ai des passions, mais je gagne 0 thune. En fait, je suis l'imbécile utile du système. Je suis ce genre de gens grâce auquel le système fonctionne. Le système Google, YouTube et tout ça, il fonctionne grâce aux créateurs qui gagnent 0 thune, mais qui en rapportent plein à la plateforme. Et je me suis dit, donc là est partie l'idée de Knower, qui va progressivement germer au cours des années. Et en fait, l'autre idée est que si j'ai des passions, je dois les monétiser.
Pour monétiser la vidéo, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait créer une structure économique et tout ça. Il fallait créer une boîte pour pouvoir se vendre en freelance et tout. Et donc je me suis dit, en plus, j'aime pas travailler pour les projets des autres. Mais les mêmes projets à moi ne rapportent rien. Donc que faire? Et je me suis dit, en fait, ma grande passion, c'est transmettre la connaissance. Et ça, je peux le faire d'autres manières. Et en fait, je faisais déjà des visites de Poitiers aux gens qui venaient me visiter dans la ville, parce que c'est là où je faisais mes études. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, cette passion, je pourrais peut-être la monétiser. Et c'est là que je reçois une publicité de Airbnb qui propose de lancer les expériences. Alors, les expériences, c'est ce qui est proposé en plus des logements par Airbnb. Donc, c'est une expérience sur votre lieu de vacances, que ce soit faire de la cuisine, une visite de la ville, du vélo, bref. Un truc en rapport avec votre lieu de vacances. Et là, je me suis dit, mais en fait, à Poitiers, ce que je pourrais faire, ce sont des visites. Et ça correspond à ma passion, qui est de transmettre la connaissance, et ça correspond également à gagner des thunes, parce que j'en ai besoin en tant qu'étudiant. Je me lance là-dedans, je fais mes premières visites, je gagne là beaucoup plus, je gagne environ entre 30 et 50 euros de l'heure. Voilà. Donc il y en a moins forcément au mois, mais ça a pu culminer à parfois pas loin d'un millier d'euros par mois. Et donc j'arrivais à gagner des thunes avec Airbnb, donc je dirais ma première leçon pour sortir de la HES quand on est étudiant, c'est vous demander combien vous avez besoin par mois pour vivre décemment. Pour manger, vous acheter quelques habits, payer vos transports, et pas être tout le temps sur la pente raide, pas être obligé d'aller à Netto pour faire des économies sur les volumes, pas être obligé d'aller raquer dans les produits blancs, vous savez, dans les supermarchés. Combien j'ai besoin? Et quand on est étudiant, en fait, on n'a pas besoin de plus de 3000 euros par mois. Non, on a besoin parfois de 300 euros en plus par mois. Rien qu'avec ça, eh ben, ça nous change la vie. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, moi. Je me suis dit, il faut que je gagne 2 à 300 euros en plus par mois. La première année où j'ai commencé ça, à gagner des thunes, sur l'année, j'ai gagné 2500 euros. Donc j'ai commencé par monétiser ma passion. J'ai fait des visites. J'ai ensuite monétisé mon activité sur YouTube. J'ai gagné quelques centaines d'euros par an. Ensuite, je me suis inscrit sur tous ces sites où vous pouvez non pas faire des sondages, parce que ça rapporte que dalle par rapport au temps que vous passez. Je me suis inscrit sur les sites genre Tandem ou User Interview. C'est des sites en fait où des grandes boîtes vous font une interview pendant 1 heure sur leurs produits et vous demandent leur avis, comment ils peuvent l'améliorer, etc. Et souvent, il y a des boîtes qui targetent les jeunes actifs, les étudiants et tout ça. Ils ont besoin de vos conseils et là, ça paye bien. Ça paye entre 50 à 150 euros par heure. Voilà. Et souvent, c'est payé en bons Amazon ou parfois en virement PayPal. Donc ça, je l'ai fait beaucoup. J'ai gagné plusieurs milliers d'euros sur les années avec ça, avec le temps. Donc ça, c'est un autre conseil que je donne pour gagner des thunes. Et ensuite, pour monétiser vos passions, trouvez un moyen en fait de bosser en indépendant. Ne bossez pas pour quelqu'un. Ça, c'est un piège en tant qu'étudiant parce que vous allez vendre votre temps. À l'université, vous vendez déjà votre temps à la fac et en plus, parfois, vous payez vos études. C'est un non-sens complet. Vous payez pour qu'on vous prenne votre temps. En fait, vous entretenez un système qui en plus vous donnera rien. Vous n'allez pas plus apprendre à la fac que vous allez apprendre dans la vie réelle. Et en fait, si vous-même vous vous dites, ok, la fac, c'est un moyen pour moi de structurer ma vie, de me donner des horaires, d'être étudiant, d'avoir un statut dans la société, mais c'est pas le moyen avec lequel je vais devenir riche, c'est pas le moyen avec lequel je vais subvenir à mes besoins, c'est pas avec un diplôme que je vais avoir une dignité en fait. La dignité, elle s'acquiert uniquement par le travail. Un diplôme, c'est uniquement un passeport qui vous fait aller d'un endroit à un autre, qui vous ouvre des portes, mais dites-vous bien que vous n'avez pas envie de bosser pour l'entreprise qui vous demandera un diplôme pour y entrer. À part si vous êtes avocat, docteur ou je sais pas quoi, dans la majorité des cas, un diplôme, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps si vous pensez que grâce au cours à l'université en ayant des bonnes notes, votre employeur va vous donner un bon salaire. C'est pas comme ça que ça marche la vie réelle. Par contre, ce qui marche, c'est de dire, ok, la fac, c'est le truc qui structure ma vie. C'est le truc qui me donne des horaires. C'est le truc qui me donne des jours où je bosse, des sessions de travail. C'est le truc qui m'apprend à bosser. Et c'est le truc qui surtout m'apprend à chercher des infos, qui m'apprend à vérifier mes sources, qui m'apprend à, très rarement, mais avoir un peu de compétition intellectuelle. Je sais que le niveau intellectuel, il n'est pas ouf. Même les profs, il n'est pas ouf.
Mais vous vous dites, au moins, je prends ça comme ça et pour rien de plus. Même au niveau de la culture, la fac va vous ouvrir des portes dans votre culture, va vous montrer des endroits où vous pouvez apprendre des choses, va vous entrouvrir la porte de la connaissance, mais c'est vous qui devez entrer, c'est vous qui devez aller piller la bibliothèque de la connaissance. Et en fait, tout ça, ça vous rapporte pas de thunes. Ça vous rapporte peut-être un cerveau, mais avec un cerveau, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Et en fait, pour le meilleur moyen pour gagner de l'argent quand on est étudiant, c'est bosser en fait dans l'équivalent d'être freelance, c'est-à-dire de bosser en indépendant, pas forcément beaucoup d'heures au mois, mais des heures qui vous payent bien. Airbnb peut vous aider à faire ça, User Interview, Tandems peut vous aider à faire ça, l'achat-revente sur Amazon, ça peut vous aider à faire ça, c'est des heures que vous allez rentabiliser. Ne cherchez pas à bosser au domac où vous payez 7, 8 euros, 10 euros de l'heure, vous perdez votre temps. Quand vous bossez 1 heure sur Airbnb en expérience, vous gagnez 50 balles. Okay, une journée de taf à McDo en 1 heure. Voilà. Par contre, effectivement, vous devez développer des capacités qui ne sont pas celles du faire du service à McDo. Vous devez avoir des passions, vous devez vous améliorer, vous exercer, vous devez toujours chercher à devenir une meilleure version de vous-même, mais en attendant, vous allez le faire en gagnant de l'argent. Vous allez être récompensé immédiatement. Et ça, mon premier conseil, c'est vraiment ça. Mettez la passion en premier avant le revenu. Et le revenu, vous ne fixez pas des objectifs très hauts. Fixez-vous un objectif genre de 3, 4, 500 euros par mois en plus que je génère grâce à mes passions ou bien grâce à des activités à forte valeur ajoutée sur lesquelles je passe peu de temps. Ça, c'est vraiment décisif. Ça peut être freelance, ça peut faire du copywriting, ça peut être manager des réseaux sociaux ou quoi. Trouvez un truc que vous savez faire, que vous pouvez vendre et qui vous rapporte un bon montant horaire. Voilà. Pas un truc qui vous rapporte le salaire minimal ni le double du salaire minimal. Visez beaucoup plus, mais peu d'heures au mois parce que vous devez aller à la fac et parce qu'en fait, votre capacité de travail quand on a moins de 25 ans, elle est encore très basse. On ne se rend pas compte, mais ça bouffe le cerveau de bosser. Si en plus on fait des études à côté, ça devient rapidement compliqué. Ensuite, mon second conseil, c'est diversifier ses sources de revenus. Une fois qu'on en a trouvé une, on en trouve 2, 3, 4, 5, pour ne pas être dépendant de certaines sources de revenus qui connaissent une saisonnalité en fait. Il y a des périodes où on a plus besoin de vous, d'autres on en a moins. Qu'est-ce qu'on fait quand on est étudiant, quand on a moins de revenus, d'un mois à l'autre, quand on est indépendant, les revenus ils bougent. Et en fait on diversifie ses sources de revenus. On peut par exemple même créer un blog, on peut faire des vidéos pour des boîtes, on peut faire plein de choses. Franchement, trouvez votre passion, monétisez-la, regardez comment les autres le font, faites-le à votre niveau, utilisez les plateformes, la magie des plateformes c'est vraiment très fort. Airbnb, Amazon, Fiverr, bref, il existe plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez monétiser vos compétences pour peu de temps horaire et un bon revenu. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui doit vous guider. En tant qu'étudiant, un bon taf, c'est un taf qui vous paye très bien, qui s'appuie sur vos passions et qui consomme peu d'heures au mois. Et qui vous permet d'obtenir ce premier revenu. Si vous multipliez ces sources de revenus de ce genre-là, vous allez progressivement passer plus de temps à bosser qu'être à la fac. Est-ce que c'est forcément un problème ? Je ne crois pas. Les thunes vous assureront un futur, la fac, beaucoup moins. Donc dans l'idéal, si vous avez des facilités, faites les deux, comme moi j'ai pu le faire. Si ce n'est pas le cas, et qu'à la fac vous galérez, mettez la priorité sur gagner des thunes. Je veux dire, vous ne posez pas la question. Faites-le. Voilà, gagnez de l'argent. Ça va être beaucoup mieux pour votre avenir. Ensuite, une fois que vous avez diversifié ces sources de revenus, vous allez vous apercevoir que, vu que c'est des activités qui sont certaines avec plus ou moins de possibilités d'évolution, il y en a où il n'y en a pas du tout d'évolution, il n'y a pas de niveau plus haut. Il y en a où pour faire le niveau plus haut, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéressait. Typiquement, moi l'exemple c'était l'achat-revente sur Amazon. Bon, importer des produits à l'Express pour les vendre sur Amazon, ça va jusqu'à un certain point. Moi ça me passionnait pas pour faire ça toute la journée. C'est pas ma version de gagner des thunes. Donc une fois qu'on gagne des thunes, on se dit mais en fait j'ai envie qu'il y ait de la signification, j'ai envie que la façon dont je gagne des thunes ait un impact positif sur le monde. Ça, c'est l'étape suivante. Et en fait, une fois que vous avez diversifié vos revenus, que vous avez travaillé un peu en tant qu'indépendant, freelance ou quoi, moi, mon conseil, c'est abritez-vous derrière une structure qui va vous payer un salaire, mais dont vous êtes le dirigeant. Cherchez le projet suffisamment big, suffisamment ambitieux dans votre vie, que vous avez envie de réaliser, qui va impliquer de créer une entreprise,
qui va impliquer que vous allez gagner de l'argent sous forme d'un salaire, mais qui vous appartient. La boîte doit vous appartenir. Quel est le truc le plus ambitieux que vous puissiez créer aujourd'hui ou bien dans les années qui viennent, qui est l'idée la plus folle, qui peut vous rapporter beaucoup d'argent, et pour l'obtenir, pour y arriver, vous devez créer une entreprise. Voilà, une société, pas être entrepreneur. Parce que c'est le meilleur moyen pour devenir riche à long terme et pour sortir définitivement de la reste. Donc, une fois que vous avez organisé votre budget, que vous avez vu combien gagner, vous avez commencé une première activité en tant qu'indépendant, vous avez diversifié vos activités d'indépendant, l'étape suivante, pour vraiment sortir de la zone de détresse financière, et là, techniquement, vous n'y êtes plus, vous n'êtes plus dans la détresse, vous êtes confortable, mais vous n'êtes pas riche. Vous pouvez être un étudiant, vous pouvez cumuler par exemple une bourse, un peu d'aide des parents, ou parfois juste un peu d'aide des parents et quelques tafs à côté, vous vivez correctement, voilà. Mais tu sais qu'en tant qu'étudiant, tu as des thunes, mais tu sais que dans la vie réelle, quand tu devras tout payer toi, genre quand il n'y aura plus d'APL, quand il n'y aura plus de bourse par exemple, ou quand il n'y aura plus d'aide des parents, ou quand il n'y aura plus ci ou ça, ben ça va être chaud en fait. Parce que tu vas te rendre compte que tes revenus perso ne suffisent pas forcément. Dans certains cas, oui, tant mieux. Dans certains autres cas, pas forcément. Parce que quand même, avec la fac, c'est toujours un arbitrage au niveau du temps, avec le taf et tout. Et donc là, moi, mon conseil, c'est le projet le plus grand, le plus ambitieux que vous avez, structurez-le, faites-vous accompagner. Il existe le diplôme étudiant entrepreneur à la fac. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous faire rencontrer des gens qui vont vous aider à structurer votre projet. Vous pouvez rentrer en incubateur. Et si vous avez une idée innovante, ou bien si vous n'avez pas forcément un projet d'innovation technologique, mais un projet plus classique de boîte, également il existe des structures, que ce soit la CCI, que ce soit dans des réseaux d'entrepreneurs qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous conseiller. Vous faites conseiller, vous continuez d'être à la fac pendant ce temps-là. Vous faites conseiller une fois que vous êtes prêt, et pas avant, vous fondez votre boîte. Et quand vous fondez votre boîte, laissez pas tous vos business à côté. Gardez-les, surtout au début. C'est ça qui va vous permettre d'être raisonnable et de prendre des bonnes décisions et pas uniquement prendre des décisions basées sur votre urgence du moment. Donc, vous continuez d'avoir vos business. Là, à ce moment-là, vous lâchez ou pas la fac, ça dépend des avantages ou pas que vous donne le statut étudiant. Moi, je vous dirais, gardez-le encore un petit peu. Tu fondes ta boîte, tu gardes tes revenus et tu vas chercher à obtenir des thunes pour ta boîte. Voilà. Tu vas chercher à obtenir des financements, des investisseurs ou quoi. Et là, progressivement, tu fais la transition entre tes activités d'indépendant, freelance et tout, et ton activité de dirigeant d'entreprise, d'associé, de co-associé. Voilà. Il y a beaucoup de boîtes qui sont fondées par les étudiants, anciens étudiants. C'est possible quand on a un peu de sécurité financière à côté. C'est très dur de fonder une boîte si on n'en a pas. Donc moi, si vous êtes jeune, vous voulez entreprendre, sortir de la reste, comme je le dis, c'est possible, mais vous devez passer par le moment où vous gagnez des thunes par vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire ça, faites un job salarié. Mais alors, si vous faites un job salarié, n'allez pas à la fac. Voilà. Si vous êtes salarié au Domac, faites ça à temps plein et sur le temps qui vous reste, fondez votre boîte. Mais faites pas le Domac, la boîte et la fac. Vous allez devenir dingue. Donc, considérez la fac comme l'équivalent d'un job salarié, en fait. Et en fait, à côté de ce job salarié, vous devez créer votre vie parce que c'est votre vie. Votre succès, en fait, il va se construire sur les heures que vous n'êtes pas au travail salarié. C'est Kiyosaki qui le dit. Genre, quand il est dans Père riche, Père pauvre, il dit, en fait, Père riche, il dit, en fait, on devient riche le week-end. On devient riche dans le taf qu'on ne fait pas quand on est salarié. En fait, dans le taf qu'on fait quand on n'est pas dans les heures de salarié. Et ça, c'est profondément vrai. Toutes mes passions, je les ai développées quand j'étais en dehors de l'école, qui était l'équivalent d'un job salarié quand on est au collège, lycée, université. Et en fait, c'est ces passions-là qui m'ont rapporté de l'argent. La fac m'a jamais rapporté une thune. Et en fait, à part peut-être les bourses. Et ça, oui, donc c'est pour ça quand vous êtes boursier, ça prend encore plus de réalité parce que là, vraiment, moi, j'ai considéré ça comme un job salarié en fait. Quand j'avais ma bourse, je me dis, ok, ça me coûte tant d'heures, je vais dépenser tant d'heures à la fac parce qu'on me paye tant et le reste, je le passe sur ma boîte, sur mes passions, sur tout ça. Et je dirais quand on est jeune, quand on a la possibilité de dire ok, avec 400-500 euros par mois en plus je suis bien, et ben on peut dire ok, je choisis les activités que je fais et surtout je mets ma passion en premier. Si vous faites grandir vos passions et vous arrivez à les monétiser quand vous avez moins de 25 ans, quand vous allez avoir plus de 25 ans, ces passions-là, vous allez pouvoir faire levier sur les revenus et vous allez pouvoir gagner énormément d'argent. Donc je dirais vraiment ça, c'est
Pour moi, ma recette pour sortir de la RAS, c'est d'avoir ce process en plusieurs étapes, de mettre la passion au centre, les activités à fort revenu horaire, et ensuite, la dernière étape, fonder une boîte dans laquelle vous êtes salarié, pas indépendant, si vous avez vraiment envie de devenir riche. Après, vous pouvez rester indépendant si votre objectif c'est juste d'avoir un bon revenu. Vous pouvez le faire en étant freelance ou quoi, mais vous ne serez pas riche. On ne devient pas riche en faisant de l'investissement à la bourse avec Boursorama ou avec de Giro, tu vois. Il n'y a personne qui est jamais devenu riche comme ça. Les gens sont riches de deux manières. Ils fondent une boîte, ils gagnent beaucoup de thunes avec la boîte, ou bien ils investissent, mais des gros montants. Genre quand tu as déjà des thunes. Quand tu es Bill Gates, tu as revendu une partie de Microsoft, tu investis, tu gagnes encore plus de thunes. Mais il n'y a pas de magie. Soit tu gagnes beaucoup d'argent avec l'argent que génère ta boîte, ou bien tu gagnes beaucoup d'argent en revendant une part de ta boîte et en réinvestissant cet argent-là. Mais tu ne deviens pas riche quand tu es des classes moyennes en investissant. Ça, c'est des grosses conneries. Okay. Et je ne crois pas du tout en ce genre de manière de faire. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup trop incertain, c'est beaucoup trop lent. Quand on est jeune, on n'a pas le temps. Notre objectif, c'est développer nos passions, gagner des thunes avec ses passions, faire levier et devenir riche. Ça doit être votre objectif si vous voulez vraiment être indépendant financièrement. Après, si dans votre vie, vous avez d'autres objectifs, tant mieux. Moi, je pense que quand on est entre 18 et 30 ans, c'est les plus belles années de notre vie, mais ce n'est pas les plus belles années pour faire des conneries. C'est les plus belles années pour préparer l'avenir, pour être tranquille. Entre 30 et 40 ans, moi, j'ai envie de prendre des décisions qui soient basées sur la meilleure décision que je peux prendre dans ma vie. C'est-à-dire, je veux pouvoir prendre des décisions en étant OK financièrement, en étant OK au niveau de mes passions, au niveau de mon job, et pas être dans l'incertitude de devoir changer de travail parce que ça ne me plaît plus, de devoir changer de femme parce qu'elle ne me plaît plus, parce que j'ai obéi à la norme sociale qui disait qu'entre 18 et 30 ans, je devais faire de la merde, je devais changer d'études toutes les 5 minutes, je ne devais pas bosser à côté. Si je devais bosser à côté, c'était uniquement au domac ou dans des jobs de shit comme ça, dans des bullshit jobs. Donc, moi, je dis, vous allez être entre 18 et 30 ans, c'est le moment de développer vos passions. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le développerez pas plus tard. C'est maintenant qu'on devient indépendant, c'est maintenant qu'on devient un chef d'entreprise. C'est pas quand on a 45 ans, 50 ans. La réalité des stats dit plutôt le contraire de ce que je vous dis. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont une boîte qui réussit, ils ont plus de 45 ans, ils ont de l'expérience pro, ils ont de l'épargne et tout. Mais moi, je pense que notre génération, en fait, ceux qui deviennent riches quand ils sont jeunes, ils prennent la vie comme je viens de vous le dire. C'est une période pour prendre des initiatives, prendre des risques, échouer. En fait, pour moi, ce qui définit le plus la période entre 18 et 30 ans, c'est la période pour échouer. C'est la période où ça n'a pas trop de conséquences. Et si vous pouvez le faire au lieu d'aller boire, au lieu d'aller vous droguer, au lieu d'avoir, 50 000 mecs ou copines, faites-le avec des boîtes. Faites-le avec des projets. Faites-le avec des trucs qui vous grandissent, dans lesquels vous allez rencontrer des gens, vous allez grandir en tant que personne. Faites-le grâce à ça. Échouez grâce à ça. Et de toute l'expérience que vous allez prendre, quand vous allez avoir plus de 30 ans, vous allez être des machines de guerre. Parce qu'à l'âge auquel la plupart des gens commencent seulement à être des adultes, voilà, vers 30-35 ans, vous, ça fait déjà 10 ans que vous êtes dans le game. Okay, vous avez 10 ans d'avance sur tout le monde. Et quand les décisions que vous allez prendre à 30, 35 ans, elles seront 10 ans d'avance sur eux. Eux, à 30 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une meuf ou un mec pour se marier et divorcer 10 ans ou 15 ans plus tard. Voilà, c'est ça que font les gens. Vous pouvez dire, ma vie, je deviens riche, j'ai de l'aisance financière, aux alentours de 30 ans, je prends des bonnes décisions, basées non pas sur l'urgence, il n'y a pas d'urgence, mais basées sur mon expérience, ce que j'ai tiré de ma vie, ce que j'ai appris. Et là, je dis, ok, je suis encore jeune, j'ai des thunes, j'ai la vie devant moi. Voilà. J'ai pas une montagne à gravir au niveau financier, elle a déjà été gravie. Je peux dire, ok, maintenant, les 30 ans qui viennent, je vais profiter de ma vie, je vais faire le mieux que je peux, je vais fonder une famille, je vais être heureux. Parce qu'en fait, je suis déjà un adulte, je suis plus un enfant, je suis plus un gamin, je suis plus juste un enfant de la consommation, je suis plus juste un petit gars frustré avec des traumas. Je suis quelqu'un avec de l'ambition et surtout avec déjà un passif, une expérience, des résultats, un compte en banque. Et je peux dire, ok, maintenant moi je mets ça sur la table, qu'est-ce que je peux aller chercher dans ma vie avec déjà tout ça pour moi, avec tout ce passif derrière moi qui est une force, une inspiration et une montagne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer pour prendre les meilleures décisions possibles dans les années qui viennent.
Et les bonnes décisions, on les prend que si on a des options de rechange. Entre 18 et 30 ans, construisez les options de rechange qui vont vous permettre de prendre des bonnes décisions quand vous allez avoir 30 ans. Et pas vous dire « Oh, mais attends, mon employeur, il me frustre parce que je peux pas évoluer professionnellement. » Franchement, cette mentalité-là, on l'emmerde. On crée son job entre 18 et 30 ans, on vide ses passions, on fait levier, on devient riche. Et puis, franchement, je vous le dis, quand vous avez 20 millions sur le compte bancaire, la vie est beaucoup moins difficile.